Dans cet épisode, on se prépare à l'achat du premier vélo et on se donne des pistes pour les débuts de l'apprentissage de cette activité, avec des stratégies aussi pour les difficultés, avec nul autre que Mégane Vaillancourt-Cashman, ergothérapeute. Oui, bonjour! On est super content de t'avoir. Et pour les ergots à l'écoute, écoute jusqu'à la fin parce que je vais présenter un article scientifique qui aborde le développement d'une intervention de groupe. Bonne écoute! Mégane! Oui! Pourquoi on parle de vélo aujourd'hui? Oh, c'est une grosse question, ça. Le vélo, moi, je tenais à en parler avec toi aujourd'hui parce que c'est tellement un élément culturel. On n'y pense pas, tu sais, on pense que c'est un moyen de transport, c'est un sport, mais c'est comme un passage obligé pour les enfants. Puis, je pense que ça amène beaucoup, des fois, des sentiments de est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce qu'il y a des moyens que je pourrais faire pour que ça soit plus facile pour mon enfant, pour les parents? Donc, moi, je pensais que c'était un très, très bon sujet ce matin à aborder. Je suis contente que tu aies accepté mon invitation parce que oui, quand tu parlais de passage obligé, je pense que tu pensais à la perspective du parent, mais pour l'enfant, c'est une activité communautaire communément pratiquée par les enfants et quand on n'y a pas accès, ça peut avoir toutes sortes de répercussions. Ben oui, exactement. Puis le vélo, ça peut tellement représenter un nouveau sentiment de liberté. Ça ouvre aussi tout ce qui est opportunité occupationnelle parce que je vais être capable de me rendre plus loin, plus facilement. Je vais avoir accès à beaucoup plus d'endroits, d'activités. C'est aussi un moyen de me rendre pour voir mes amis. C'est un moyen aussi de commencer à avoir des responsabilités. Je suis responsable de mon vélo. Si je le laisse traîner à quelque part, puis je reviens, puis il est plus là, c'est mon vélo! Ouais, ça nous est tout arrivé, ça, comme parents. Bon, on les voit l'été, au printemps, ils sont tous sur le bord du chemin, sur le bord de... Puis là, on a une chance qu'il n'y a pas trop de voleurs dans le voisinage parce que c'est tentant. Oui, vraiment. Effectivement, un sens des responsabilités à développer. Oui. Donc, ça prend quoi comme capacité pour être capable d'apprendre assez efficacement, assez rapidement à faire du vélo quand on se lance? Parce que quand c'est le début de l'été puis qu'on veut essayer, on aimerait ça maîtriser avant la fin. Ben oui, exactement. Le plus facile qu'on pense tout le temps, c'est les capacités physiques. Donc, est-ce que j'ai l'équilibre pour me tenir à vélo? Est-ce que j'ai la force dans mes jambes pour être capable de pédaler et d'avancer? Est-ce que je suis capable de tourner mon guidon pour pas juste aller en ligne droite, tu sais, esquiver des obstacles, tourner quand la rue tourne? Mais ça vient aussi avec tout ce qui est des capacités plus de, tu sais, je vais juger, est-ce que je suis proche ou loin de la chaîne de trottoir? Est-ce que je vais rentrer dedans ou non? Quand est-ce que je freine? Est-ce que il y a une auto qui s'en vient? Comment je me prépare? Il y a plein de choses comme ça. Puis il y a aussi toutes les capacités au niveau plus affectif de si j'ai peur, si je tombe, est-ce que je remonte à vélo ou c'est un no-go pour le reste de ma vie? J'en fais plus jamais après avoir tombé une fois. Ben, t'as raison, ça prend du courage pour remonter, surtout en apprentissage. Quand je sais déjà faire du vélo, ben je le sais je le sais, mais quand j'essaie, je peux voir que ça peut décourager certains enfants, donc ça prend ce petit willing-là de remonter. Oui. Ouais. Exactement. OK. Puis, est-ce qu'il y a des meilleurs contextes pour accompagner notre enfant quand on débute? C'est sûr que en étant parent, on est un modèle pour notre enfant. Ouais. Donc, si le parent ou peu importe qui apprend le vélo à l'enfant en fait pas vraiment, est moins à l'aise avec le vélo, ça se transmet beaucoup. Donc, être conscient du fait que si moi je fais du vélo et je le montre à l'enfant, je vais être beaucoup plus à l'aise, veux pas. Ouais. C'est sûr aussi que si je sais où je m'en vais et j'ai confiance en les capacités de l'enfant, ça va aider. L'enfant aussi va le sentir, là. Donc, si je fais comme, fais attention, je te tiens, là, tu tomberas pas, tu verras. Est-ce que ça envoie comme un message à l'enfant que je pense que tu pourrais tomber? Ouais, c'est ça. Vraiment. Puis, je veux dire, si mon énergie est vraiment stressée, puis là, je te parle comme ça, ça te mettra pas en confiance non plus. Donc, juste comment on présente le vélo, comment on se présente, nous, à vélo, c'est sûr que ça va avoir un effet sur la motivation de l'enfant. Puis, est-ce que c'est une activité que je devrais faire, tu sais, parce qu'on veut attendre que l'enfant soit prêt, mais on veut aussi l'aider à se sentir prêt sur le moment. Bon point. Puis, quand est-ce que c'est le bon moment, à quel âge? C'est souvent en termes d'âge qu'on va penser à ça.
Oui, c'est une bonne question parce que il y a plein de choses qui viennent avant. Comme on parlait dans l'épisode précédent, j'étais pas là, mais tu sais, tricycle, draisienne, c'est pas des prérequis, mais c'est des choses qui vont préparer l'enfant à la réalité du vélo. Donc, selon si on a fait du tricycle, de la draisienne, si on n'en a pas fait, puis qu'on n'a pas été exposé à ce type d'activité-là, ça va peut-être prendre un petit peu plus longtemps avant qu'on soit vraiment à l'aise. C'est sûr qu'il y a des vélos qui sont adaptés pour les plus jeunes. Fait que je pense que ça dépend vraiment du vélo, du fait que l'enfant soit prêt ou non. Est-ce que c'est une activité qui est importante dans la famille ou non? T'sais, moi, je sais que chez moi, c'était pas une activité qui était très privilégiée. Fait que j'ai appris plus tard. Je pensais que t'allais dire l'inverse. Non, c'est ça. Non, j'ai appris plus tard le vélo. Je l'ai pas appris très, très tard. Mais quand même, ça a changé quelque chose parce que j'ai attendu un peu que mon entourage, mes amis commencent à en faire parce que c'était pas quelque chose auquel j'ai été beaucoup exposée. Là. Comme par exemple, si on est assis sur un siège derrière le vélo parental dès qu'on est bébé tout petit. J'imagine que c'est quelque chose qu'on signifie vouloir débuter plus tôt. Exactement. On connaît ça. Ouais. Oui, vraiment. Puis je veux dire aussi, il y a plein, on va en parler plus tard, mais il y a plein de façons d'inclure des enfants plus jeunes sur un vélo qui commencent déjà à travailler les habiletés posturales, d'équilibre, tout ça, pour que l'enfant commence un peu à avoir le sentiment de comment tenir son corps sur un vélo, ainsi de suite, là. Donc, c'est vraiment, d'après moi, de l'exposition, puis on s'assure aussi que l'enfant se sente prêt. Parce que sans motivation de l'enfant, c'est un petit peu difficile. Puis comment on le sait, ça, qu'il se sent prêt? On lui demande? On peut lui demander. Tu sais, c'est peut-être quelque chose auquel il a jamais pensé. C'est quelque chose qu'on peut offrir, tu sais, en parler avant d'arriver le 1er juin. C'est l'été, on fait du vélo. Ah oui, c'est quoi du vélo? Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut préparer d'avance. Tu sais, il y a plein de façons d'exposer sans vraiment avoir de vélo dans notre salon. Il y a des livres, je pense juste à la patate à vélo, là. Un classique. Donc, tu sais, juste de voir des personnages à vélo ou voir des autres moyens de transport avec des roues, là, je pense au tricycle, à la draisienne, tout ça. Donc, il y a plein de façons d'exposer puis de venir semer la graine de le vélo un jour, ça va peut-être être intéressant. Puis de le proposer, bien sûr, parce qu'il y a des enfants qui penseront pas « c'est l'été, on le sait, c'est maintenant le vélo. » Oui. Mais tout à fait. OK, donc notre enfant est prêt. Oui. Nous, comme parents, on est prêts. On s'en va acheter le premier vélo. Peux-tu nous donner des critères pour bien choisir le vélo, les enjeux, là, des caractéristiques, là? C'est sûr qu'en premier, il y a la taille du vélo. Je prendrai pas un vélo qui est trop grand pour mon enfant ou trop petit. Comme on commence le vélo, l'ajustement va être un peu différent de quand on est bien à l'aise. Donc, moi, ce que je priorise au début quand on apprend le vélo, c'est que l'enfant soit capable de mettre ses 2 pieds à terre comme il faut. Parce que je veux que on commence, c'est un peu comme un vélo d'équilibre, là. Je veux que l'enfant soit capable d'avoir plein pied puis pas d'avoir juste les orteils à terre puis se sentir plus ou moins à l'aise. Donc, un vélo, en général, là, on est capable de mettre les pieds à terre, s'asseoir comme il faut pour commencer, puis avoir un siège ajustable, ça aide aussi après ça à le remonter pour qu'il soit à la taille normale. Là. Exactement. Donc, ajustable pour ça. Qu'est-ce qui arrive si le vélo il est trop haut ou trop bas? Ce qui arrive, moi, ce que je prioriserais, c'est trop bas que trop haut. Parce que si j'ai besoin de faire un arrêt rapide, l'enfant a besoin de s'arrêter maintenant, puis qu'on veut mettre les pieds à terre, puis qu'il est trop grand, puis que mes pieds ballottent, je suis pas capable de m'arrêter, je suis pas plus avancée. Versus trop bas, oui, mon genou va rester un petit peu plus plié quand je vais pédaler, mais dans le contexte où j'aurais besoin de faire un arrêt d'urgence, j'ai vraiment besoin de mettre mes pieds à terre puis de me stopper tout de suite. Au moins, on a les pieds complets à terre, on perdra pas l'équilibre à cause de la vitesse, l'arrêt soudain ou tout ça. Là. Fait que trop haut, trop bas, j'irai avec trop bas, ajustable après. Puis je pense aussi... pour les enfants qui sont déjà compétents, là, on parle de l'apprentissage, mais qui vont aller à vélo longtemps. Est-ce que, dans le fond, si c'est trop haut ou trop bas, ça peut comme induire des douleurs dans les genoux? C'est une bonne question. C'est une chose à penser vraiment parce que notre but, c'est pas que l'enfant fasse du vélo pendant 3 minutes puis arrête après. Check, c'est fait. Donc, on veut qu'il soit capable de se déplacer. Donc, en général, on essaie que le siège soit à peu près
entre les hanches et la cage thoracique. On essaye aussi que quand l'enfant va venir mettre son pied sur la pédale au plus bas, là, on soit presque la jambe droite. Pas complètement droit. On veut avoir une petite flexion. Une petite flexion. Oui, au niveau du genou, parce qu'on veut être capable de donner une impulsion qui a de l'allure en revenant. Ah, mais ben oui. On veut pas non plus toujours avoir le genou plié, mettre du stress sur les composantes dans le genou non plus, là. OK. Fait que presque droit quand on met le pied en bas. Ben, merci pour la précision. Tu allais poursuivre avec la taille des roues? Oui, la taille des roues. Donc, on n'y pense pas souvent, mais plus les roues sont grandes, plus ça nous prend de l'effort, les faire tourner. Donc, commencer avec des plus petites roues que des plus grandes, ça peut aussi aider au niveau de la force demandée au niveau des jambes quand les enfants ils poussent sur les pédales. Donc, une chose à regarder aussi, je vous dis pas d'aller avec des petites pour les gens qui regardent à la maison la vidéo, mais on y va avec une taille quand même standard, on n'ira pas avec des trop grosses roues non plus. OK. La matière, en quoi c'est fait, le vélo? Donc, ça dépend selon moi parce que le contexte, mon vélo, je vais l'utiliser où? Tu sais, si je l'utilise à l'intérieur, je sais qu'il y a des vélos en bois qui a peut-être moins de chances d'abîmer l'intérieur d'une maison. Si c'est dehors, on veut quelque chose qui est quand même durable, mais on veut aussi quelque chose qui est léger. Okay. Donc, je veux que mon enfant soit capable de bouger avec son vélo, puis je veux pas rajouter du poids à traîner sur mon vélo pour l'enfant, justement, qui commence à pratiquer ses habiletés, puis sa force à pédaler et tout ça, là. Donc, puis si le vélo tombe, puis il faut le relever. Exactement. Si c'est plus lourd, c'est plus dur. Ben oui, exactement. Puis on veut pas justement que l'enfant se ramasse, il est allé voir un ami, le vélo est tombé, pas capable de le remonter, je fais quoi? Je suis tout seul chez l'ami, je fais quoi? On veut qu'il soit capable de remonter le vélo, rembarquer, revenir à la maison. OK, c'est bon ça. Puis, y a-tu des formes, comme dans le cadre, là, il y a diagonale, ou ce qu'on appelait des vélos d'hommes ou de femmes, puis tout ça pour les enfants, c'est-tu important? Ça peut être important parce que si on imagine que je suis à vélo, je vais souvent embarquer, passer ma jambe par en arrière, mais souvent, faire l'inverse pour débarquer, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Il y a des enfants qui vont finir par passer avec la jambe par en avant. Fait que les cadres qui sont obliques peuvent venir bloquer ça puis occasionner perte d'équilibre, tombe sur le côté. Fait que moi, j'aime bien ceux-là qui sont plats, ils laissent un petit peu plus d'espace. Puis s'il y a quelque chose, quand je me promène, je peux aussi me mettre en avant de mon siège puis me promener. Donc, quand c'est plus bas, quand c'est droit, ça peut aider versus oblique. Puis tranquillement, pas vite. Le vélo de montagne, c'est des choses qu'on peut faire, c'est mettre plus en avant de notre siège pour se promener. Fait que ça permet, comme momentanément, de transformer mon vélo en draisienne pour aller par-dessus un obstacle ou quelque chose comme ça. Oui. Ou même traverser une rue, des fois. Ben oui, exactement. Il y a des enfants, mettons, si nos bras sont pas assez longs, ça va être difficile d'être à côté du vélo pour l'emmener sans finir par faire des ronds. Donc, tu sais, d'être capable de juste s'avancer sans avoir le cadre entre les jambes, d'avancer doucement avec le vélo, sécuritairement quand même avec nos deux pieds à terre, là. Puis, les freins. Oui. Les freins en avant, des freins en arrière, y a-tu les deux sur les mêmes vélos? Non. J'ai jamais vu un vélo avec les deux. Peut-être. OK. Moi, je privilégie vraiment les freins en avant parce que le rétro-pédalage, dans le fond, il y a beaucoup d'enfants qui vont le faire sans nécessairement vouloir freiner. Donc, si l'enfant vient rétro-pédaler, donc pédaler vers l'arrière, se souvenait pas que c'était pour freiner, a juste eu peur puis a renvoyé ses jambes vers l'arrière, lui, s'attend pas à freiner, il peut passer par-dessus le vélo. Il y a aussi le fait que avec le rétro-pédalage, c'est à même la chaîne qu'on va freiner versus avec les mains. Donc, si ma chaîne débarque pour X raison, l'enfant sera pas capable de freiner s'il a besoin de le faire. Il va falloir qu'il mette ses pieds à terre. Là encore, est-ce que on a monté le vélo parce qu'on était à l'aise, donc mes pieds touchent comme plus ou moins à terre, tout ça. Donc, avec les mains, même si j'ai plus de chaîne, c'est un autre système complètement. Donc, je vais être capable de venir freiner mes roues quand même. Fait que c'est quelque chose que je pense qui est pas meilleur, mais qui serait plus adapté. Puis non seulement ça, les vélos d'adultes vont être avec les freins sur le devant. Donc, on s'habitue tout de suite à la façon dont on va utiliser le vélo plus tard, là. Est-ce que les freins sur les vélos d'enfants sont assez faciles à freiner ou
ça prend plus de force. De là, est-ce que ça peut faire du sens dans les mois qui précèdent le premier vélo avec frein, si l'enfant n'a pas eu d'expérience, de faire de la pâte à modeler, puis renforcer les bras pour le frein, parce que sur les vélos d'adultes, c'est quand même assez oui, c'est ça. Rigide. Généralement, c'est ajustable, mais on veut pas rendre ça trop lousse pour ne plus être capable de freiner. Donc, si on voit que c'est un enjeu déjà pour l'enfant, on voit que tu es dans des activités de motricité fine, à l'alimentation, on a de la misère à tenir nos ustensiles. Souvent, on a l'air d'avoir des prises plus faibles, on se fatigue rapidement à manipuler des choses. Ça peut être une chose qui va vraiment être à travailler en avance. Donc, justement, de faire un peu l'analyse d'activité qu'on est en train de faire maintenant, puis de se dire, où est-ce que mon enfant pourrait avoir des difficultés? Fait que, oui, force des mains, très bonne idée à pratiquer d'avance, parce que le but, c'est que l'enfant soit sécuritaire dès le début. C'est ça qu'on veut apprendre tout de suite. Donc, les freins pour les mains, si on voit prise faible, difficulté au niveau plus d'endurer cet effort-là plus longtemps, ça serait une très bonne idée à pratiquer. OK. Et les accessoires. Oui. Bien sûr, un casque. Mais est-ce qu'il y a d'autres accessoires importants de se procurer dès le départ de l'apprentissage? C'est sûr que le casque, super important, vraiment, vraiment. Il y a aussi les lumières comme les réflecteurs. Oui, les réflecteurs, exactement. Donc, on sait jamais si l'enfant va rester plus tard que prévu, même si on avait dit 1 heure quelconque pour revenir à la maison. Donc, tout ce qui est réflecteur, lumière aussi peut être aidant pour qu'il soit visible, même s'il n'y a pas une lumière qui s'en vient sur son vélo. Donc, ça serait un autre équipement de sécurité qui est vraiment important. Pas intuitif. Non, c'est ça. Il y a aussi les protèges, genoux, coudes, tout ça. C'est pas quelque chose que je privilégie quand moi je monte le vélo, pour la simple et bonne raison que mon but, c'est pas que tu ailles jeter ton coude ou ton genou à terre. J'aimerais ça que tu sois capable de mettre tes pieds pour te freiner, pour garder ton équilibre. Donc, si vous voyez que on a un enfant, par exemple, qui a plus de difficultés au tonus ou planification motrice de « Ah oui, c'est vraiment les pieds qu'il faut que je mette à terre s'il y a quelque chose », ça peut être des choses à ajouter, mais en général, j'aime mieux me tenir loin de ça pour pas donner l'idée « Ah, j'ai quelque chose qui protège, c'est ça, je vais envoyer à terre ». Oui, tout à fait. Ça doit aussi affecter le mouvement du genou. La petite flexion là que tu mentionnais tantôt, s'il y a un protège-genou par-dessus, ça peut nuire. Exactement. Puis même chose avec, il y a des protège-mains aussi, il y en a qui sont plus rigides que d'autres, donc moins sentir ton guidon, peut-être moins capable de te rendre facilement à tes freins si tu as les freins en avant, c'est aussi quelque chose à considérer dans l'utilisation là. En général, je me tiendrais loin de ça. Mais si on est craintif puis on pense dans le fond que l'enfant il est à haut risque de tomber puis on sait que c'est pas naturel pour lui de mettre son pied, peut-être débuter comme sur l'herbe. Oui. Au début. Exactement. Puis l'herbe amène aussi quelque chose de très intéressant outre la sécurité parce que c'est plus difficile de faire du vélo sur du gazon que sur de l'asphalte. Donc, l'impulsion qui va être nécessaire pour partir, dans le fond, le gazon va nous forcer à pédaler plus fort pour commencer. Donc, une fois qu'on va transférer sur l'asphalte, on va avoir cette habitude-là, on va être capable de partir avec plus d'impulsion, venir chercher notre équilibre plus vite. Donc, commencer sur le gazon, ça peut être un bon exercice à essayer si on voit qu'on a un enfant qui a de la difficulté à partir puis à donner assez d'impulsion pour venir chercher notre équilibre puis notre air d'aller. Ben, c'est un bon truc. Est-ce que le vélo doit être neuf ou s'il est usagé, à part qu'il soit la bonne taille, ça peut aller? Vélo usagé, ça peut être une très bonne idée. Il y a juste des choses que je regarderais avant d'embarquer l'enfant tout de suite dessus. Comme quoi? Je regarderais définitivement les freins. Donc, on sait pas à quel point les freins ou le vélo a été utilisé si c'est pas un vélo qui était du grand frère de la grande sœur. Donc, regarder les freins, quelque chose de très, très important. Je regarderai aussi la chaîne, voir s'il y a des choses qui accrochent. Est-ce que c'est une chaîne qui est lousse qu'il faudrait qu'on remplace pour pas que, justement, la chaîne débarque toujours sur le vélo puis que l'enfant soit pas capable de la remettre puis pas revenir à vélo. Donc, les freins, la chaîne, c'est vraiment des choses que je regarderais sur un vélo qui est usagé puis que je remplacerais là, juste pour être sécuritaire. Là. Est-ce que si elle est rouillée, là, si c'est un vélo qui a passé l'été sur le bord du chemin à la pluie, c'est grave ou c'est juste que mettre un peu d'huile ou...
Ça peut-tu affecter la sécurité? C'est sûr qu'il y a des niveaux de rouille, là. Mm-hmm. Si on voit que c'est juste de la rouille qui est en surface, qu'on est capable de nettoyer, puis qu'on voit que, tu sais, l'épaisseur est encore une bonne épaisseur de chaîne normale, d'accord. Si on a des doutes, remplacer, on veut toujours être plus sécuritaire que pas. Donc, pour le vélo, si on voit que la rouille a vraiment commencé à gruger des petits morceaux, on sait pas à quel point la structure est encore complète et tenace. Qu'elle pourrait briser. Oui, exactement. Okay. Puis l'air dans les pneus, quand c'est neuf, j'imagine que c'est correct, mais si c'est quand on ressort le vélo au printemps puis tout ça, mettons là que ça a l'air assez dur, mais que c'est un peu moins dur que ça pourrait l'être, ça va-tu rendre plus difficile l'utilisation du vélo pour l'enfant? Plus facile? On s'en va un peu en physique, là. Ouais, go. Donc, avec le pneu qui est plus mou, c'est sûr que le pneu va toucher à une plus grande partie de l'asphalte. Donc, on a plus d'adhérence qu'un pneu vraiment gonflé à bloc où est-ce qu'on touche à l'asphalte à un moment. Mais c'est sûr, avec plus d'adhérence vient plus de force demandée pour faire avancer notre roue de vélo. Donc, on vient un peu chercher c'est quoi notre juste milieu. On veut pas non plus rouler sur des pneus qui sont presque à plat puis changer la forme des roues en tant que telles, parce qu'encore là, ça vient tout changer comment on fait le vélo puis comment on force et tout ça. Mais j'irai ajuster pour un petit juste milieu où est-ce qu'on voit que c'est pas gonflé à bloc, que si je le laisse sur l'asphalte l'été, y a-t-il une chance que ça devienne vraiment chaud puis que ça éclate? Okay. Là, on est dans un cas extrême, là, mais on veut vraiment un juste milieu pour qu'on ait et de l'adhérence, mais qu'on n'ait pas tellement d'adhérence que pédaler devient vraiment difficile. OK. Fait qu'en débutant, ça peut être stratégique un peu que ça soit pas au plus dur parce que là, ça roule très vite. Exactement. Un peu plus d'adhérence, mais pas... Ça vient un peu chercher ce qu'on disait tantôt avec le gazon. Ouais, si j'ai plus d'adhérence, je vais forcer plus. Je viens travailler la musculature puis l'habitude de quand je pars, faut que je donne un bon coup, je pédale vite les 100 premiers coups, puis après ça, j'ai mon air d'aller, j'ai mon équilibre et je suis bon pour partir. Ben, bravo. Tu n'étais pas préparé pour une question sur la physique et tu as très, très, très bien répondu à la question. On dit bonjour à mes professeurs de physique. Oui. On les salue. Ça devient toujours utile. Alors, l'apprentissage. On est prêt? C'est quoi l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4? Les étapes. Ah, ça va dépendre d'un enfant à l'autre. Ouais. Avec des enfants qui sont plus réticents, je pense qu'il y a toute une partie plus motivation. Pourquoi on fait ça en ce moment? Est-ce que tu veux en faire? Donc, c'est sûr que pour des enfants qui sont plus craintifs ou qui ont été moins exposés à ça, il y a tout un travail avant même de regarder le vélo qui s'en vient. Mais quand on commence, on a sorti le vélo, on est prêt. Première chose que je ferais, c'est de la sécurité, bien sûr. Donc, le vélo, il ressemble à quoi? Qu'est-ce que j'ai sur mon vélo? À quoi ça sert? Donc, on parlait de freins tantôt. Est-ce que mes freins, c'est rétropédalage ou c'est aux mains? Si c'est aux mains, rétropédalage, on va apprendre comment ça fonctionne. Puis, tu sais, les freins aux mains, il y a des degrés de freins. Mon but, c'est pas nécessairement que l'enfant pèse sur les deux freins en même temps, à côté, au fond, puis le stop passe par-dessus son vélo. Donc, si je freine c'est pas on and off le frein, non. C'est je freine graduellement puis je mesure au fur et à mesure. Exactement, parce que si je freine sec tout de suite, ça se peut que moi je continue, mais que mon vélo il continue pas lui. Fait que on préfère justement apprendre tout ce qui est sécurité avec mon vélo, comment ça fonctionne et tout ça. Après ça, j'irai avec le démarrage. Donc, je démarre comment? Est-ce que je mets tout de suite mes deux pieds sur les pédales puis j'espère aller assez vite pour pas tomber à côté? C'est sûr que un pied à terre, un pied sur une pédale qui est mise en haut pour donner une impulsion, c'est la façon que moi je préfère parce que je suis capable de pousser en premier avec mon pied à terre, donner mon impulsion pour commencer avec mon pied sur la pédale, venir rechercher puis continuer le mouvement. Est-ce que il y a un avantage à mettre à faire la propulsion avec le pied dominant ou non dominant? Ça dépend parce que c'est sûr qu'au début, on veut que l'enfant soit à l'aise. Donc, on va avoir un côté, comme dans tout, où est-ce qu'on est plus à l'aise.
Sauf que on veut que l'enfant soit capable de partir avec les 2 pieds de 2 façons. Puis on veut pas, hey, attends, il faut que je le place là. Faut que l'angle soit parfait. Faut que là, mon lancer, il va pas comme ça, là. Fait qu'on veut, à la fin de la journée, que l'enfant soit capable de partir avec le pied gauche à terre ou le pied droit à terre. C'est sûr au début, on préfère avoir un pied qui est fort sur la pédale parce que c'est ça qui va être plus difficile versus le mouvement quasiment de course à côté sur le sol. Donc, on va voir, tu sais, il y a aussi dans tous les sports, des fois, on n'est pas toujours droitier, gaucher, donc voir avec l'enfant qu'est-ce qui est le plus naturel pour lui à ce moment-là. Une fois qu'on voit qu'on est vraiment sécuritaire dans nos choses, puis qu'on se sent bien, puis qu'on a les capacités, là, on peut mettre le juste défi de changer de pied. OK, continue. Ensuite de ça, pédaler. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pédale à fond la caisse pendant toute ma balade sans problème? Ou je pense à je veux ralentir. Qu'est-ce que je fais quand je ralentis? Est-ce que je pédale encore puis je freine en même temps? Donc, la gestion et frein et pédale. Qu'est-ce que je fais avec mes pieds? Donc, pédaler, vraiment, mouvement qui ressemble un peu à de la course avec les pédales. Gestion de est-ce que je veux ralentir? Est-ce que je veux accélérer? Qu'est-ce que je vais faire? Ensuite de ça, c'est sûr qu'on veut aller faire des virages. Donc, au début, des virages vraiment, vraiment larges, pas d'obstacles proches, tout ça. Plus ça y va, plus on veut que l'enfant soit capable de tourner en respectant s'il y a des terre-pleins, si on est sur un trottoir et qu'il tourne. On veut pas qu'on passe tout droit dans la rue. Là. Faut l'anticiper. Oui, exactement. Donc, virage, moi, c'est comme une des premières choses que j'apprends aussi parce que faut être capable de se promener. Nos routes sont pas faites en ligne droite tout le temps pour toujours. Non. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, virage de plus en plus serré, de plus en plus, je tourne, mais comme sec. J'irai ensuite passer par-dessus des petits objets. Je veux pas que mon enfant voit une petite roche à terre puis se dise « Il faut que j'arrête maintenant parce que si je passe par-dessus, c'est terminé. » Donc, mettre des petits objets comme des cordes au sol, des petits bâtons, là, je parle pas des gros. La bûche. Oui, c'est ça. Pour qu'on puisse passer par-dessus puis voir tiens, j'ai une petite bouche. C'est correct. Je suis encore sur mon vélo. J'ai encore mon équilibre. Parfait. On sait que dans les rues aussi, quand les enfants vont inévitablement aller se promener dans une rue, on a les nids de poules? Non? On est au Québec, oui, il y a les nids de poules. Les drains d'égout, là. Ah oui. Tu sais, passer par-dessus ça, ça va donner un petit en haut en bas à notre vélo. On veut se préparer à ça, puis pas que l'enfant fasse il y a une pente, il va avoir des petits chocs. On veut être prêt pour ces petits obstacles-là. Mais c'est vrai que j'aime vraiment ça que tu mentionnes ça parce qu'on l'entend jamais. C'est pas intuitif de déterminer à l'avance, en étant sur le vélo, cet obstacle-là semble trop haut, je vais le contourner versus selon la texture et la vitesse à laquelle je vais, parce que ça fait une différence. Oui, vraiment. La petite corde, elle peut nous stopper si on va pas vite. Ben non, c'est ça. Mais si on va vite, on passe par-dessus. Fait que de mesurer un peu la capacité de mon vélo à surmonter ça ou pas, puis prendre la bonne décision. Exactement. Puis non seulement ça, on sait pour monter sur un trottoir, il va toujours avoir une petite pente si on rentre. Donc, se préparer aux pentes montantes et descendantes. Comment je gère ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant? Tu sais, pour monter, il va falloir que j'aille une plus grande vitesse, une plus grande impulsion. Mais pour descendre, je vais peut-être me ralentir un petit peu pour pas partir en flèche pour traverser la rue. Il y a le changement de texture de surface aussi. Si tu passes de la asphalte à un gravier, ça déstabilise. Oui, définitivement. Fait que c'est toutes des choses qu'on veut essayer. On veut tester le plus de choses possible avant d'aller justement dans un environnement pas connu, puis que là, on soit sur le terrain, prêt à faire du vélo, mais je sais pas trop comment gérer ça. T'sais, on veut pas apprendre sur le tas, on veut le tester avant, être prêt. C'est sûr, après ça, on va aller dans tout ce qui est comme sécurité plus routière. Donc, tu sais, les signes, être capable de
tourner, là, je le ferai pas, là, mais tourner ma tête, regarder par-dessus mon épaule, voir est-ce qu'il y a une voiture qui s'en vient, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, est-ce qu'il y a un autre vélo qui veut me dépasser, être capable de vraiment être on n'a ouvert. pas de rétroviseur, là, en vélo, faut faire notre angle mort aussi. Oui, on veut être capable de vraiment être en contact avec notre environnement, puis de savoir ce qui se passe autour. Tu sais, je peux entendre une voiture, mais est-ce que je sais à quel point elle est loin? Est-ce qu'elle est proche? Est-ce que finalement c'est une voiture qui faisait pas beaucoup de bruit? Puis là, je vais essayer de tourner, puis finalement, j'ai pas regardé, elle est là. Donc, vraiment avoir un contact visuel avec notre environnement, vraiment important, là. Les règles de communication aussi avec les bras, là, pour annoncer qu'on tourne. Exactement. Donc, tu sais, d'être capable de lâcher une main de mon vélo pour dire, hey, je m'en vais à droite, je m'en vais à gauche, je m'en vais tout droit. Important, si j'ai besoin d'indiquer où est-ce que je m'en vais, je suis tout seul parce que papa, maman est pas venu avec moi. Il faut que je sois capable de lâcher une main de mon vélo puis être capable de coordonner les deux et qui font pas le même mouvement du tout, là. Ça peut venir plus vite qu'on pense. Et là, on parle d'apprentissage, on peut se dire, ben là, je vois pas mon 5 ans tout seul dans le trafic, il n'y a pas besoin de savoir ça tout de suite, mais c'est pas long, il y a certains enfants qui sont très confiants, compétents, comme tels avec le vélo, et que on voudrait les laisser s'en aller jusqu'au parc, même si ont 6 ans ou 7 ans, et que c'est important de parler de tous ces aspects sécurité-là avant. Exactement. Puis plus c'est amené tôt, plus le jour où on va en avoir de besoin, ben ça fait longtemps qu'on l'apprend. C'est plus mentalement là, on sait plus quoi faire, on a été préparé. Puis ça nous laisse le temps d'avoir plus de mise en situation où est-ce que tu sais, papa il m'a demandé 14 fois déjà de me dire que je m'en vais à droite versus tu sais, je l'ai fait une fois, je me rappelle pas trop, c'est quoi qu'il faut que je fasse. Puis c'est peut-être évident, mais je pense que ça vaut quand même la peine de le mentionner au niveau de l'habillage pour la sécurité. Est-ce qu'il y a des choses à favoriser? C'est sûr que on fait du vélo en été, on va avoir chaud. Donc, je comprends tout ce qui est short, sandales, chandail à manches courtes. On veut quand même avoir une certaine épaisseur entre nous et l'asphalte si jamais on avait à tomber. Donc, c'est sûr que, tu sais, je privilégierais... Mon Dieu, c'est pas un verbe, ça! privilégierais. Ça, exactement. Je vais pas dire un autre verbe. J'irais plus avec des vêtements qui couvrent tout ce qu'on va probablement tomber plus. Donc, tu sais, coude, genoux. Puis c'est sûr, au niveau des souliers, je veux des souliers qui vont rester à même mon pied. Mais je veux pas avoir des souliers avec des plateformes où est-ce que je sentirai pas ce qu'il y a en dessous de mes pieds. Je vais être capable de sentir mes pédales. Donc, des souliers fermés, c'est sûr que je privilégie ça. Puis non seulement fermés, attachés pour pas que ça parte. T'sais. Un Crocs, c'est fermé. Mais si je l'accroche dans ma pédale, ça se peut que j'en aille plus après ça. Oui, c'est ça. Puis les lacets aussi, là, pour pas que ça prenne dans la chaîne, et etc. Exactement. Donc, tu sais, pas des lacets qui traînent à côté de nos souliers, là, mais qui restent là. Oui, moi, les signes, ça va bien. Et quand ça se passe pas comme prévu, quand c'est difficile, c'est quoi qui peut rendre ça difficile, puis qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que on a des choses qui sont plus au niveau physique ou au niveau plus dans la tête de l'enfant. Est-ce que l'enfant croit être capable, croit en ses capacités? C'est sûr que si l'enfant, c'est un enfant qui est plus prudent, qui a vraiment besoin d'être sûr de son affaire avant de faire du vélo ou n'importe quelle autre activité, il y a tout ça à passer par-dessus. On pourra pas mettre en application nos choses si l'enfant refuse. On le prendra pas, on le mettra pas sur le vélo, puis on n'ira pas faire aller ses jambes. Donc, il y a toutes des choses à ce niveau-là qu'il va falloir qu'on écarte. Ce que j'aime bien utiliser, c'est des pensées menottes, des pensées lunettes. Donc, est-ce que mes pensées en ce moment, il me lie puis il m'empêche de faire ce que j'ai à faire? Ou c'est des pensées qui m'aident à voir mieux puis voir, hey, ce que je pensais tantôt, là, est-ce que ça me sert en ce moment? Non, ça m'empêche de faire quelque chose, on tasse ça. Donc, c'est des choses qu'on peut naviguer avec l'enfant, en parler, puis aussi décortiquer. J'ai peur de tomber. OK, pourquoi t'as peur de tomber? J'ai passé proche tantôt. OK, mais pourquoi t'es pas tombé si t'es passé proche? Ah, ben j'ai mis mon pied à terre. OK. Fait que si t'étais proche de tomber, est-ce que tu saurais quoi faire? Ah ben oui, j'ai mis mon pied à terre, je suis capable de le faire, c'est ça que je ferais. Donc, tu sais, de refléter souvent qu'est-ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'enfants. Ouais, mais j'ai quasiment fait ça.
est-ce que c'est arrivé? Oh non, j'ai réglé la situation. OK! Donc, tu sais, aller dans tout ça. C'est sûr aussi qu'on a des obstacles un petit peu plus physiques. Donc, il y a plein d'adaptations qu'on peut faire à un vélo. Tu sais, il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour rendre ça moins demandant au niveau de pédaler. On pourrait aussi trouver des choses au niveau de l'équilibre qui nous aident, mais plus on en fait, plus on développe nos capacités pour le faire. Donc, qu'on commence avec des 3 minutes de vélo, après ça, qu'on y aille à un 5, il y a déjà quasiment le double de fait. Là. Donc, plus on s'expose, plus au niveau physique, on va être capable. Puis sinon, il y a plein d'accessoires qu'on peut aller chercher pour aider justement à ce qu'au niveau physique, ça nous bloque pas de prendre part à cette activité-là. Là. Comme quoi? J'ai une liste ici. Vas-y. Donc, tu sais, on peut utiliser ce qu'on appelle la girafe, donc ce qui part en arrière du vélo du parent, qui aide à traîner l'enfant. L'enfant a quand même quelque chose à pédaler, sauf que il y a quand même l'impulsion du parent, prend part quand même à l'activité. Il n'est pas responsable de sa propre équilibre. Avec la girafe? Oui puis non, parce que c'est principalement le parent. Parce que le parent a son vélo à 2 roues et tout ça. Sauf que si l'enfant décide de partir d'un côté, ça va tout emmener l'équilibre du parent d'un côté. Donc, il faut quand même qu'il gère comment lui se tient. Parce que il va venir contrebalancer un peu son parent. C'est-tu un peu comme une corde rigide? Fait que quand on tient une corde, dans le fond, ça t'aide avec l'impulsion, mais pas autant. T'as encore le contrôle de la position, là, assez. Exactement. Ouais. Le parent a le principal contrôle de la position, mais l'enfant peut venir envoyer d'un bord et de l'autre. Tu sais, si on se tient, puis que toi, tu restes droit par là, mais moi, si je décide qu'on penche, ben, tu sais, je vais t'emmener avec moi, veux pas. Donc, il faut pas non plus que l'enfant... Faut que moi, je réagisse à ça. Exactement. Pour pas ton... Oui. Ouais, donc, c'est un travail d'équipe, dans le fond, avec la girafe. Après ça, on a un petit peu plus ce qui est câble de remorquage à vélo. Donc, l'enfant est lié par comme une corde plus molle au vélo du parent. Donc, là, on est en charge vraiment de notre propre vélo. Sauf que faut que je reste derrière mon parent parce que si je me mets à aller plus loin, je vais tirer mon parent avec moi, ce qui est pas souhaitable. Mais on peut quand même avoir de l'aide au niveau de l'impulsion parce que le parent peut quand même tirer l'enfant à un certain point. Donc, je peux avoir un certain niveau de vitesse. Puis je peux aussi me faire traîner à une vitesse où est-ce que je vais quand même garder mon équilibre, mais j'aurai pas nécessairement à pédaler aussi fort. OK. Puis, je viens de réaliser qu'on n'a pas parlé des petits trous. Ben oui, c'est vrai. Ah oui! Ah, les petits trous! Si on revient un petit peu plus tôt, c'est-tu un bon moyen de démarrage? Ça peut être un bon moyen de démarrage. Ça dépend de l'enfant, encore une fois, parce que on veut pas créer un besoin aux petits trous. OK. T'sais, les petits trous, c'est le fun parce qu'on peut les mettre de plus en plus hautes puis qui servent juste si jamais je vois qu'il y a une perte d'équilibre, venir donner un petit appui pour revenir. Sauf que on veut pas que l'enfant s'attende à faire ça puis il ait pas le réflexe de venir mettre la jambe s'il y a une perte d'équilibre. Donc, à voir si un enfant est vraiment sécurisé par le fait d'avoir ces petits trous, d'accord, on va pouvoir venir les monter. Mais c'est ça, faut vraiment considérer, on est rendu dans notre apprentissage puis c'est quoi notre but? Est-ce qu'on a encore 3 étés à pratiquer ça avant de plus avoir besoin des petits trous ou là, en ce moment, il faut que je sois vraiment fonctionnelle maintenant puis que j'ai pas fait de tricycle, j'ai pas fait de draisienne, peu importe. Est-ce que je suis prêt à commencer sans petits trous? Là? OK, ben merci pour ce retour en arrière. Plaisir. Et là, parlons d'ergo, la perspective de l'ergothérapeute qui va accompagner un enfant qui se trouve en plus grande difficulté au point, dans le fond, que le parent souhaite de l'aide pour accompagner son enfant là-dedans. Donc, comment l'ergothérapeute approche, dans le fond, cet accompagnement-là? Puis, commence par ça. Ben oui! J'y vais, je me lance. C'est sûr qu'en tant qu'ergothérapeute, quand on commence à accompagner un enfant, je vais le voir faire du vélo, mais je vais aussi aller faire toutes des observations hors du vélo, dans ce qui est tout sportif, que ça soit des activités où est-ce que je vais avoir besoin de coordonner œil-main. Fait que je pense juste aux jeux de ballon, aux jeux de balle, de l'équilibre sur des planches d'équilibre. On a plein de tests au niveau de l'équilibre qu'on peut faire. Donc, j'aime bien aller voir mes
capacité brute, physique, si on peut dire. Puis après ça, j'aime beaucoup ça aller voir en vélo parce que un peut pas être représentatif de l'autre ou vice-versa. Mais j'aime bien éloigner les deux parce que dans un contexte vraiment occupationnel du vélo, comme on en parle depuis le début, il y a plein d'appréhensions ou de peurs qui peuvent venir jouer. Puis il y a aussi un contexte outre la maison à la clinique. Moi, je suis pas le parent. Souvent, les enfants vont se sentir un peu moins à l'aise de me dire non à moi. Je vais être capable de les pousser plus loin qu'à la maison. Donc, il y a aussi cet aspect-là de je te mets dans un endroit qui est sécuritaire, il y a juste moi qui te dis hey, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Puis ils sont peut-être plus enclins à essayer. Puis s'il arrive quelque chose, il y a, j'aime pas utiliser ce mot-là, là, mais il y a l'expert qui est là pour m'aider. Fait que il y a comme un peu cette étiquette-là qui vient avec nous. Mais c'est sûr que si on voit que c'est vraiment au niveau de l'occupation qui est difficile en général, même pas juste la force, l'équilibre, tout ça, l'ergothérapeute va être là pour faire sens de l'activité au complet. OK. Ben, je trouve ça vraiment le fun ce que tu as apporté là. Dans le fond, l'ergothérapeute, c'est pas un professeur de vélo. Non. Il va faire cette analyse de l'activité-là, s'assurer qu'il comprend bien. Est-ce qu'il y a des capacités sous-jacentes qui sont pas là ou est-ce que c'est plus au niveau de l'occupation en elle-même? Puis, il va trouver des stratégies qui vont être adaptées à cet enfant-là, à sa façon de voir les choses. Exactement. Puis, on est aussi très créatif dans nos stratégies, puis pas juste nos stratégies, le matériel qu'on peut amener pour changer les demandes du vélo, les ramener plus basses ou outiller l'enfant à être plus efficace dans son activité de vélo. Donc, tu sais, il y a une panoplie d'accessoires qui se vendent en ligne. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça aiderait? L'ergothérapeute est là pour faire sens de ces ajouts-là, puis de voir est-ce que c'est une bonne idée selon j'ai les capacités de mon enfant sur comme un papier, ils sont toutes décrites. Est-ce que ça serait mieux pour telle raison? Est-ce que d'ajouter des petits tassels sur le bord, est-ce que ça l'aiderait? Des tassels sur le bord. C'est juste un accessoire, là. N'importe quel accessoire, là. Pour décorer? Pas nécessairement décoré, là, mais là, j'ai sorti quelque chose de décoré parce que c'est ça qui m'est venu en tête, là. Mais, tu sais, juste de voir un accessoire, l'ergothérapeute va être capable de venir comparer avec les besoins, les forces de mon enfant aussi, parce que même si l'enfant a des difficultés, il y a des forces aussi qu'on va utiliser comme levier. Donc, on va trouver des accessoires, puis on va vous aider à mettre en place des stratégies pour que nos forces viennent contrebalancer les défis, puis les adaptations vont aider dans ce sens-là. Là. OK. Là, tu as parlé d'équipement. As-tu des exemples concrets de stratégies créatives ou d'activités ludiques pour commencer ou poursuivre l'apprentissage du vélo? Des jeux de n'importe quel type ou est-ce que, là, je pense juste à partir des deux pieds, on associe une couleur à un pied. Si je te lève une couleur, c'est avec ce pied-là que tu pars, tu te places. On part l'inverse. Il y a aussi, ben justement, on en a un petit peu parlé, je pense, mais les groupes de vélo, l'environnement de groupe aussi, où est-ce qu'un enfant va pouvoir regarder enfant, avoir du modeling visuel tout de suite de cet enfant-là, il fait ça, peut-être que je pourrais essayer ça, puis de voir qu'il n'y a pas juste lui qui a peut-être des difficultés, là. Et la thématique qui peut venir avec ça. Oui. Là, ça n'existe plus. Malheureusement, il y a longtemps, à notre clinique d'ergothérapie, on avait un groupe de vélo qui s'appelait Vélo Fusée, qui avait été conçu par Sébastien Provencher, Kevin Lee, et c'était super bien thématisé. Et il y avait le petit passeport et tous les exercices, les activités qui venaient ensemble, dans le fond, pour développer les capacités, mais tout ça était encadré de la thématique. Donc, c'était super motivant pour les enfants. On est avec des enfants. L'important, c'est que ça soit amusant et ludique. Donc, une thématique là, qui nous permet de faire sens encore plus de l'activité. Parce que si je parle à mes copains d'un groupe de vélo, ça va te donner un sens de responsabilité et de l'autonomie. Ils vont me regarder puis faire « Regarde, de quoi tu parles? » Donc, on veut toujours rendre ça amusant, s'assurer que l'enfant a du plaisir, puis une thématique, c'est la façon parfaite de le faire. Là. Tout à fait. Si ça vous intéresse, faites des recherches. Il y a plusieurs cliniques d'ergothérapie qui offrent des groupes d'été. On doit être autour de la période d'inscription aussi. Et c'est vraiment le fun
quand c'est organisé par des ergothérapeutes. Oui. En général, on se base sur des données probantes, puis on a de l'expérience là-dedans. On est prêt à décortiquer l'activité pour aider vos cocos. Oui, super. As-tu d'autres stratégies, par exemple, l'enfant qui veut pas essayer, qui a peur? Y avait-tu d'autres choses que tu voulais ajouter par rapport aux stratégies de l'ergothérapie? Par rapport à un enfant qui a peur, ce que j'aime faire, c'est des activités avec le vélo qui sont pas nécessairement du vélo. Ce que les enfants trouvent bien drôle, puis ce que j'aime faire, mettre un tapis, mettre le vélo par-dessus. Je veux juste que tu t'assoies. Moi, je te brasse. Il faut que tu mettes ton pied d'un côté puis de l'autre. Ils vont trouver ça bien drôle de se faire brasser par un adulte, là. Habituellement, c'est bien comique. Puis c'est une façon déjà de stimuler des comportements sécuritaires de reprise d'équilibre sans même être dehors dans un contexte où on penserait qu'on va faire du vélo. Il y a un tapis en dessous. Papa, maman peut me regarder, mais c'est mon ergothérapeute qui fait aller le vélo. C'est quand même le fun comme activité. Puis ça crée déjà une expérience positive avec mon vélo pour venir un petit peu tasser mes pensées plus négatives, de la peur, tout ça, là. Et sensoriel aussi. Oui, vraiment. Le corps apprend quand même à travers ça. Exactement. Ouais. Bonne idée. Est-ce que tout ce que tu as mentionné, les méthodes pourraient s'adapter pour des enfants avec des besoins particuliers, par exemple un enfant autiste ou avec un TDAH qui a beaucoup d'énergie ou qui a de la difficulté à faire des apprentissages moteurs. Je pense aux enfants avec un trouble développemental de la coordination, même un enfant avec une déficience intellectuelle qui serait intéressé. Est-ce que c'est les mêmes stratégies, méthodes, mais on va plus lentement à leur rythme, ou est-ce qu'il y a des moyens qui sont plus spécifiquement pour ces enfants-là? C'est une très bonne question. Je pense que tout s'applique quand même, mais on va s'adapter vraiment aux forces puis aux besoins de chacun. Même sans être avec l'étiquette à besoins particuliers, chaque enfant a des spécificités. Donc, le but, c'est vraiment d'adapter l'activité à eux, puis il va peut-être avoir des échelons autres qu'on va ajouter pour vraiment aller cibler leur portrait et s'adapter à ça. Voilà. Comme tu disais, il y a des enfants autistes que savoir comment ça fonctionne, ça motive vraiment, vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, de prendre le temps de venir chercher cet intérêt-là pour amener l'intérêt au vélo, tu sais, découvrir comment une chaîne, ça fonctionne, comment pédaler, qu'est-ce que ça fait, comment ça fait tourner mes roues. Tu sais, de venir décortiquer l'activité pour vraiment venir chercher cet intérêt-là, puis décortiquer encore plus l'activité quand on a des difficultés qui sont plus motrices ou d'endurance et tout ça. Je pense juste qu'il faut vraiment être conscient de ça puis l'adresser avec l'enfant. Faut pas que ça reste un non-dit, puis il faut qu'on soit clair de en ce moment, c'est difficile. C'est correct. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour que ça le devienne de moins en moins, pour garder notre niveau de motivation puis d'engagement dans notre activité, là? Est-ce que tu as des idées? La courbe de sécurité, elle est beaucoup plus longue parce que l'analyse visuelle en mouvement, des obstacles, donc peut-être être beaucoup plus longtemps sur des chemins préétablis avec des routines jusqu'à temps que la partie motrice soit plus automatisée. Oui, et vraiment. Ensuite, quand le freinage, le pédalage, la posture, l'équilibre est automatique, là, mettre l'emphase sur le décodage de l'environnement. Exactement. On va moins avoir besoin de penser à tout le reste. On va avoir plus d'attention pour ça. Je pense que c'est vraiment une bonne stratégie. Pas varier les surfaces trop vite non plus. Donc, y aller étape par étape dans les défis de planification motrice qui vont demander une orientation du regard ou un décodage de l'environnement. Il faut faire beaucoup de, comme tu disais tantôt, le gauche-droite ou même tourner la tête. Faut rapidement que je sois capable de refocuser sur mon environnement. Exactement. Puis ce que je me dis, je pensais tantôt à juste des miroirs. Ça peut être une bonne stratégie, mais en même temps, est-ce que l'analyse du fait que c'est des miroirs puis que ce que je vois là, c'est peut-être pas la même grosseur, ça vient peut-être pas à la même vitesse, est-ce que c'est le même angle? Donc, tu sais, ça peut être une bonne chose, ça peut être un défi de plus. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'essais à faire puis que ça sera pas pareil pour chaque enfant, là. Ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est que à l'âge où on débute
généralement le vélo, 4, 5, 6 ans, l'enfant n'aura peut-être pas été identifié comme ayant ce type de difficulté-là. Exactement. Souvent, ça vient un petit peu plus tard. Ça va venir un peu plus tard. Donc, quand l'enfant a de la difficulté, de là, peut-être aller consulter l'ergothérapeute parce que on le saura pas que l'analyse visuelle est difficile ou que pour lui, c'est particulièrement complexe, les séquences motrices, par exemple. Exactement. Ouais. On va pouvoir faire, même sans avoir un diagnostic quelconque, on va pouvoir voir des forces, des difficultés, puis ajuster l'activité, trouver le juste défi tout le temps de cette activité-là, pareil. OK. Il y a une étude que je voulais partager parce que je disais tantôt, il y a des cliniques d'ergothérapie qui offrent des groupes de vélo, mais il y en a pas assez pour les besoins. Non. Et une étude qui pourrait peut-être inspirer des cliniques d'ergothérapie, je sais qu'il y a beaucoup d'ergothérapeutes qui nous écoutent, à peut-être se lancer et qui donne des méthodes pour la mise en place, la mise sur pied, la mise sur roue, l'organisation. La mise sur roue! d'un groupe de vélo. Alors, le titre de l'article, c'est « Learning to ride a bike, developing a therapeutic intervention ». Donc, apprendre à aller à vélo, développer une intervention thérapeutique. Ça a été publié en 2016. Okay. Donc, c'est quand même dans ce qu'on peut considérer assez récent parce qu'il n'y a pas énormément de littérature en ergothérapie qui sort à ce niveau-là. Ouais. Caroline Dunford, Suzanne Ratmel et Katrina Banigan. Et l'article mentionne, dans le fond, l'importance de l'occupation pour les enfants, tout ce que tu as abordé tout à l'heure. Oui. Et ils ont conçu un programme d'intervention orienté vers la tâche, donc l'apprentissage du vélo et non les capacités sous-jacentes. Super. Et ce qui est impressionnant, c'est que leur cohorte avait 53 enfants avec diverses difficultés. 89% des enfants ont appris à faire du vélo de manière indépendante, la plupart dans un délai de, peux-tu deviner? 4 semaines? 4 heures. 4 heures? 4 heures. Wow! De là, un groupe bien conçu et dont il nous donne la méthode dans l'article et je vais le laisser sous l'épisode en référence. C'est expliqué comment eux proposent cette activité-là aux enfants. Donc, je trouvais ça inspirant pour les ergots de mettre ça en place cet été ou peut-être l'été prochain. Puis, il y a plein d'autres informations là-dedans. Toi, est-ce que on t'a trouvé très sympathique et que ce soit pour le vélo ou pour la motricité globale, la motricité fine, est-ce que tu reçois des enfants si on t'écoute puis on a un enfant puis on aimerait te consulter? Avec plaisir. Oui. Si vous voulez me voir une fois ou 2 semaines, je travaille au Centre des îles et des ailes à Varennes et j'ai encore des plages ouvertes. Je suis prête à vous recevoir pour cet été. Oui, donc si jamais il y a quelque chose aujourd'hui que vous avez entendu qui fait ça sonne une cloche, je pense que Mégane elle pourrait m'aider, ça va me faire plaisir. Vous pouvez appeler au Centre des îles et des ailes et je vais vous accueillir avec plaisir. Génial. Merci Mégane. Merci beaucoup. Bye bye. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Mais si tu l'as pas encore, n'oublie pas d'aller télécharger mon guide du développement moteur des enfants de 0 à 8 ans. Concrètement, les jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. C'est sur mon site josianecaroncentre.com/guide. Et sur ce, on se laisse et on se retrouve très, très, très bientôt pour continuer à parler de motricité et d'ergo. Bye!